Eh bien, bonsoir à toutes et tous. C'est parti pour un nouveau webinaire en live. Vous pourrez poser vos questions au fil des interventions dans le chat. Vous pouvez les poser directement à Jérémy ou à moi directement, comme vous le souhaitez. Je ne crois pas qu'il soit en public le chat, par contre. Euh, Ce soir, c'est vraiment un immense plaisir d'accueillir Jérémy Billon, qui est kinésithérapeute, qui est entrepreneur, qui a écrit des livres aussi, vraiment un homme avec plein de casquettes, passionné par son métier et pour faire briller toutes les facettes de ce métier. Ce soir, on va voir qu'un kinésithérapeute libéral, c'est au minimum un entrepreneur individuel, donc un chef d'entreprise, quoi qu'il en soit. Et donc, on va essayer de voir toute la posture du chef d'entreprise et la posture du kinésithérapeute, comment on peut vraiment concilier les deux et sublimer cet art. Je te laisse la parole, Jérémy, pour cette présentation de ce soir. Et n'hésitez pas, moi je regarde le chat, donc si vous voulez m'envoyer des questions, je transmets à Jérémy par la suite. Merci Julien, merci de ton invitation, de l'organisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Villon, donc je suis kinésithérapeute de métier également. J'ai commencé mon activité en 2009, donc ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille en tant que kiné libéral. J'ai évolué en tant que remplaçant, puis assistant, puis associé dans un cabinet jusqu'à ce que je crée mon propre cabinet en 2016 avec cette volonté déjà de vouloir diversifier mes activités, d'être à la fois un kiné, parce que j'adore ce métier-là, mais aussi développer d'autres activités. Et j'ai créé en 2016 un espace sport-santé au sein du bâtiment qui abrite également mon cabinet. Et j'ai acquis des compétences que j'ai aussi obtenues grâce à des spécialistes qui m'ont accompagné pendant toute cette période-là. Et c'est comme ça que j'ai évolué progressivement et que j'ai pu créer un second cabinet avec aussi un espace sport-santé à 15 minutes d'où je suis sur mon cabinet initial. J'ai aussi, merci Julien de le rappeler, écrit un livre sur le mal de dos Arm for Back. Et puis, je suis en train d'écrire donc un deuxième bouquin sur l'optimisation de la carrière du kiné et de penser comme un chef d'entreprise parce que on va pas faire de teasing. On est évidemment, tu l'as dit, des chefs d'entreprise individuels, mais pas que. On a la possibilité d'évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat avec notre beau métier de kiné. Et l'ensemble de mes projets, l'ensemble de mes initiatives qui ont marché, qui n'ont pas marché, parce qu'il faut le dire aussi dès à présent, tout ne fonctionne pas à chaque fois, m'ont permis de me créer une expérience, une légitimité pour vous parler de l'entrepreneuriat versus kiné, parce que les deux peuvent être opposés, mais évidemment les deux sont aussi liés. Je vais vous proposer ce soir plusieurs choses. Alors, on va voir si le partage hop, fonctionne. Tac, voilà. On va parler ensemble de défis et préoccupations de la kiné en 2025. On le sait tous, notre contexte a évolué et continuera d'évoluer. On va parler d'entrepreneuriat, donc notre cabinet, notre carrière. On est une entreprise. On va voir comment par la suite. On va découvrir des pistes de diversification qui sont réalistes, qu'on peut mettre en place au sein de son cabinet assez facilement. Et surtout, on va passer à l'action parce que, on le sait déjà tous, le kiné, il a envie de faire plein de choses, mais le passage à l'action est souvent le plus compliqué, soit par peur, soit par manque de légitimité, soit par manque de temps. Il y a d'autres possibilités qu'on verra par la suite. Je vous ai mis un petit sondage. Alors, si vous voulez répondre dans le chat, c'est assez sympa pour voir un petit peu la tendance. Si vous n'avez pas envie de répondre, vous n'êtes pas forcé. J'aimerais savoir depuis combien de temps vous êtes installé et sur 10, à combien vous vous sentez chef d'entreprise aujourd'hui? Parce que c'est un peu le questionnement qu'on peut avoir pour avoir discuté avec beaucoup de kinés. Beaucoup de kinés ne sont pas forcément, se sentent pas forcément chefs d'entreprise, surtout quand ils sont collaborateurs, assistants ou remplaçants, alors que même eux sont des chefs d'entreprise. Donc, pour ceux qui veulent répondre dans le chat, n'hésitez pas. Il y a Alors, des pour timides. l'instant, j'ai pas de réponse pour l'instant. Si, ça y est, ça commence à arriver. Il y a Tom qui vient d'envoyer un message, donc ça fait 9 ans. Création en 2024 et donc création de cabinet, je suppose, en 2024. Et en ce qui concerne, est-ce que la posture de chef d'entreprise, est-ce que tu la ressens? 6 sur 10. OK, Ok, donc 6 d'accord. sur 10. Merci Tom pour ton partage. Si d'autres Merci. personnes Ouais, il y a se sentent de Johanna partager. aussi, installée depuis 1 an et 7 sur 10. Ok, c'est bien. On a kiné installé depuis un peu plus longtemps. Jeune kiné parmi nous. Donc, ça, voilà. Donc, il y a cette sensation quand même de se sentir chef d'entreprise. 6, 7 sur 10, c'est déjà pas mal. Pour faire Mhm. régulièrement le sondage, on est plutôt sur la plupart des personnes qui se sentent en dessous de 5 chefs d'entreprise. Donc, c'est déjà bien.
voilà, le petit échantillon qu'on a ce soir qui est là-dessus. Bon, je vais poursuivre. Exactement. Johanna qui nous dit qu'elle est kiné depuis 10 ans, hein, Ah, d'accord. donc salariée certainement, et ça fait un an qu'elle est dans son propre cabinet, pas forcément en tant que salariée, hein, mais dans son propre cabinet en tout cas depuis un an. Donc effectivement, On c'est a de la parfois création valorisant. depuis un an dans les cas que tu évoques. Ok, Mm. très bien. Donc on va parler là de la défi et préoccupation de la kiné en 2025. Alors on va rappeler des chiffres, on est au courant un peu de la situation, mais c'est bien de faire quand même un rappel de notre contexte. Bon, ça, c'est une affiche que j'ai prise du syndicat Alizé qui remarque, on voit bien que l'inflation a explosé depuis plus de 10 ans, contrairement à nos honoraires qui, eux, n'ont pas évolué. Donc, il y a vraiment cette flambée de l'inflation que l'on peut relever ici. On a peu de revalorisation, pour pas dire pas de revalorisation de nos actes conventionnés. Quasi 4 kinés sur 10 se sentent dans un épuisement sévère. C'était une étude de 2021 post-Covid, donc on peut minorer peut-être un petit peu ce chiffre, mais ça reste quand même un chiffre très important. On est donc dans un modèle économique qui est dépassé, où on échange notre temps contre de l'argent. C'est-à-dire que si je travaille, là, je gagne des honoraires, peu importe le montant qu'ils ont, mais je suis obligé d'être dépendant physiquement et enchaîner les actes ou enchaîner les heures pour pouvoir gagner de l'argent. Lorsque je suis en vacances, c'est évidemment sans solde ou quand je suis malade, si j'ai pas de prévoyance ou si je ne l'active pas, là, je me retrouve dans un état de compliqué. Et ensuite, il y a une augmentation nombreuse du nombre de kinés, hein. On est passé, là, on est à 109 000 kinés à peu près. Ça ne cesse d'augmenter. Donc, on a une densité qui va augmenter. Il y a des zones, évidemment, qui sont surdotées où on peut plus s'installer. Donc, on se retrouve dans une situation où les honoraires sont peu revalorisés. On est de plus en plus nombreux. Il y a des zones surdotées où on va pas pouvoir s'installer n'importe où. Et si ça continue d'évoluer comme ça, il y a des prévisions qui disent qu'en 2040, il y aura plus 57% de kinés. Donc, l'offre risque d'être supérieur à la demande, ce qui paraît encore hallucinant à l'heure actuelle où tous les cabinets sont plutôt débordés. Donc on est dans un contexte quand même qui évolue et qui évolue pas forcément dans le fait de rester en conventionné à 100%, en tout cas. Ensuite, donc, on parle vraiment d'un modèle qui s'épuise. Les journées sont longues, on a la sensation de courir après le temps. On a des difficultés à poser ses limites, poser les horaires, dire bon, ce soir je pars à 18h, bah, des fois on étend un petit peu parce qu'il y a un patient qui a besoin qu'on le prenne en charge. On veut prendre des vacances, mais finalement, il faut s'organiser, soit trouver un remplaçant, soit niveau économique, il faut le prévoir en amont et surtout peut-être qu'on le subit un petit peu après. Et maintenir son équilibre vie perso, vie pro n'est pas forcément très très évident. Et puis finalement, on a ce sentiment de plafonner financièrement malgré un agenda plein. Et donc, je pense que c'est ce que je vous évoque ici. On est tous en train de le ressentir. On a tous cette sensation d'être épuisé ou en tout cas de sentir une fatigue sur nous, qu'on est plafonné financièrement. Et comme je disais tout à l'heure, tant qu'on reste dans ce modèle économique qui est d'échanger du temps contre de l'argent et qu'on ne crée pas une certaine récurrence, une certaine passivité de nos revenus, qu'on ne développe pas d'autres choses derrière, ben on va se sentir coincé dans ce cercle vicieux. Et puis forcément, on en a parlé un petit peu plus haut, le risque d'épuisement, de perte de sens, voire cette sensation d'épuisement qui grandit et le nombre de kinés qui ont fait des burn-out est quand même de plus en plus important. Donc voilà, ça c'est pas être pessimiste, mais c'est vraiment, je retrace ce qu'on Ah, ressent dans la profession à l'heure c'est actuellement. quand même assez énorme parce que en fait, c'est l'une des professions. euh, alors, si on est sur les professionnels de santé directement, c'est la deuxième profession de santé qui est la plus impactée. Si on prend vraiment les, comment dire, les étudiants, si on prend en compte les étudiants aussi, il y a les étudiants en médecine qui sont vraiment en premier finalement en termes de burn-out et d'épuisement. Mais la kiné, ça reste quand même un taux très très élevé, parmi le plus élevé en France. Et en France, les taux d'épuisement les plus élevés sont autour des professionnels de santé. Donc voilà, les kinésithérapeutes, c'est quand même plus de 8000 kinés qui sont en burn-out, qui ont fait au moins un burn-out. J'accompagne pas mal de kinés et certains ont fait 2 burn-out avant de se dire qu'ils ne pouvaient plus continuer comme ça. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Je vois beaucoup de personnes qui regardent pour se reconvertir aussi, un petit peu dégoûtées par l'épuisement qui est généré par le fait de devoir faire toujours plus de patients et de ne pas avoir de revalorisation financière derrière. Donc c'est quand même un point que moi je constate qui est assez important. Je constate aussi que les nouveaux kinésithérapeutes sont plus du tout dans cette dynamique-là. L'équilibre temps perso et temps professionnel, quand il y a des enfants qui arrivent,
la famille prend vraiment beaucoup d'importance. Et donc, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Donc, j'espère que ça va permettre justement de faire baisser ces taux-là qui sont quand même très importants. Il y a des associations qui existent pour accompagner les kinésithérapeutes. J'avais fait une interview de l'une d'entre elles. Donc, n'hésitez pas, si vous ressentez des signes d'épuisement, surtout ne pas vous isoler et en parler. C'est quelque chose qui est hyper important. Le fait d'en parler, le fait de le dire, le fait de noter des chiffres, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas seul aussi, parce qu'on a quand même cette sensation, quand on est en libéral, d'être un petit peu seul dans la gestion de son cabinet, enfermé dans son cabinet, dans la tête dans le guidon, et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et souvent, on s'en rend compte, malheureusement, tard, voire trop tard. Et voilà, donc il faut essayer de trouver des solutions en amont. Et pour revenir sur ce que tu disais, j'ai fait un webinaire sur un sujet similaire aux étudiants kinés de l'IFMK de Toulouse la semaine dernière. Et ils sont quasiment tous avec cette envie de ne pas s'épuiser au travail. Et les 5 jours par semaine, de 8 heures à 20 heures, ils ont vraiment pas du tout envie de le faire. Donc voilà, il y a cette sensation. En tout cas, ils ont la volonté de changer. Il faut voir si, une fois qu'ils sont dans la vie active, si ça reste toujours pareil. Donc, l'objectif, on a dit tout ça, c'est de passer en fait du kiné opérateur au kiné chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'à l'école, on en parlait juste avant, on nous a appris à observer, à corriger, à aussi anticiper l'évolution d'une pathologie, à donner les bonnes pratiques à faire. Donc, finalement, on nous a appris à être de bons soignants, mais maintenant, ce n'est plus suffisant. Il faut évidemment, notre cœur de métier, c'est le soin, mais il faut malheureusement, ou heureusement, on verra ce qu'il en est après, voir un petit peu plus loin, changer de posture, passer de la posture de production, d'opération, à celle de pilotage de mon entreprise. Et donc, il va falloir mettre en place des aptitudes, ou en tout cas développer des aptitudes existantes pour pouvoir être un vrai chef d'entreprise, donc passer de ce kiné opérateur au kiné chef d'entreprise. Mais il n'y a pas de stress, hein, on n'est pas kiné chef d'entreprise directement, on acquiert des compétences progressivement et ça nous permet après de pouvoir partir sur d'autres projets, se diversifier, mais on verra ça par la suite. Donc tout d'abord, ton cabinet est une entreprise. Dès le premier jour, qu'on soit remplaçant, assistant, collaborateur, titulaire, dès notre premier jour, on est un chef d'entreprise. Et donc, notre cabinet ou l'endroit où on travaille est notre entreprise. On a un numéro SIREN, SIRET. Donc, on est vraiment une entreprise à part entière. Pourquoi? Je le redis, charges, recettes, décisions, tous les ingrédients d'une entreprise sont là. On a aussi, on est, donc ce que je disais, déjà un chef d'entreprise, peu importe le statut que l'on a. Et la question est, est-ce que tu pilotes ton activité? Est-ce que tu as des indicateurs? Est-ce que tu sais où tu vas? Ou est-ce que tu subis la situation? C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu es ric-rac, donc tu es obligé de payer, de travailler peut-être un petit peu plus le mois suivant pour rattraper le découvert que tu peux avoir, ou tu dois anticiper et tu l'as pas fait, tes charges de l'année précédente à régler en fin d'année. On arrive à la période en plus où il y a les rattrapages des années précédentes. Donc voilà, est-ce qu'on est plutôt dans le côté pilotage d'activité? On a prévu les choses et on ne la subit pas, ou au contraire, la situation est compliquée et on se retrouve à devoir gérer son entreprise d'une façon un peu plus laborieuse. Quelles sont les aptitudes du chef d'entreprise? Donc, des aptitudes généralistes qu'on peut retrouver chez tous les chefs d'entreprise. Déjà, il faut savoir prendre des décisions, structurer sa pensée, avoir une stratégie qui est planifiée, fixer des objectifs qui sont les plus clairs possibles. On parle des objectifs SMART, hein, qui sont mesurables, qui sont dans le temps, qui sont réalisables également. Donc ça, c'est important de se poser des objectifs clairs et définis, sinon c'est compliqué de les tenir. Il faut communiquer et être à l'écoute à la fois de ses clients ou de ses patients, quand on parle de chef d'entreprise général, et aussi de ses collaborateurs. Il faut savoir manager. On parlera après du management particulier en cabinet. Il faut savoir se remettre en question, hein. On n'a pas la science infuse et il faut écouter, c'est ce qu'on disait un petit peu plus haut, et donc se remettre en compte par rapport à tout ça. Il faut savoir prendre soin de soi, le fameux équilibre entre vie perso, vie pro. Si je suis pas bien, ben, je vais avoir du mal à manager, je vais avoir du mal à avoir une vision claire. Donc, il faut vraiment prendre sur soi toutes ces parties-là. Donc, on a vu que le cabinet était une entreprise, qu'on était nous-mêmes des chefs d'entreprise. Donc, il va falloir acquérir ces compétences ou les développer et les rendre plus spécifiques à notre métier. C'est pour ça que la diapo suivante est dédiée à cette partie-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on est des chefs d'entreprise et quelles sont les aptitudes spécifiques, ou en tout cas que je vais vous tourner un peu plus à la sauce kiné? Déjà, la posture. La posture, il va falloir prendre des décisions et les assumer. Je vais choisir de me spécialiser dans une pathologie, dans une prise en charge. Je vais assumer que mon cabinet devienne spécialisé dans telle ou telle prise en charge. Ça, c'est une posture de chef d'entreprise. J'assume l'orientation de mon cabinet. Ensuite, il faut avoir une bonne vision, c'est-à-dire se projeter sur l'avenir, sur 3 ou 5 ans, avoir plusieurs scénarios et en choisir un que l'on veut mener de main de maître. Et pour ça, il faut avoir des stratégies, c'est-à-dire poser des objectifs
à court, moyen, long terme et avoir des indicateurs de suivi et de performance. C'est des mots qu'on n'entend pas en kiné, mais qui sont importants de mettre en place. Ensuite, il faut connaître nos chiffres, il faut connaître notre chiffre d'affaires, l'évolution de ce chiffre d'affaires par rapport à N-1, N-2, avoir un prévisionnel pour pouvoir se projeter, pour savoir si on est dans les clous. Et puis ainsi, comme ça, connaître sa marge, ça paraît bizarre de parler de ça en kiné, mais c'est important, et son panier moyen. Alors ça, quand je parle de ça, je vois pas vos yeux parce que les caméras sont éteintes, mais souvent, quand panier moyen, on se dit, mais attends, mais moi, je suis pas, je suis pas un magasin, mais le panier moyen, c'est ça. C'est-à-dire que quel est l'acte moyen que je fais, combien il rapporte, mis à part mes charges, qu'est-ce qui me reste comme marge et est-ce que je suis rentable ou pas? Il faut se poser des vraies questions. Il ne faut pas avoir peur de parler de rentabilité, même dans le niveau de la santé. Et on est des chefs d'entreprise, encore une fois, donc il ne faut pas avoir peur de cette partie-là. Ensuite, l'organisation, il faut optimiser son temps et son planning, créer peut-être des créneaux spécifiques pour la diversification d'activités, des créneaux spécifiques où on va travailler sur nos projets. Il faut planifier tout ça, ça ne s'improvise pas comme ça, au doigt mouillé, en fonction de comment on se sent le matin en se réveillant. Et puis, il va falloir communiquer et manager à la fois les patients, l'équipe et les partenaires. On parlait de management, ce n'est pas un management hiérarchique dans les cabinets de kiné, il n'y a pas de lien de subordination. C'est ce qu'on peut appeler un management transversal, c'est-à-dire qu'il va falloir faire cohabiter un titulaire, des collaborateurs, des assistants qui ont des visions différentes, des envies différentes et essayer de les rassembler dans un objectif commun d'évolution du cabinet et aller vers un objectif tous ensemble. Ça, c'est pas forcément évident, hein. On peut pas faire un management descendant où on va imposer des choses. Donc, toute là est la subtilité de rendre explicite ce qui peut être implicite. Et donc, il y a des caractéristiques et des aptitudes à avoir par rapport à cette partie-là. Et puis Ouais, après, et il y a le juste, fameux côté. Oui, si dis-moi, tu permets, je permets de rebondir parce que c'est un bien cas sûr. que je rencontre très souvent et peut-être que vous allez vous reconnaître aussi sur ça. On parlait un petit peu d'isolement tout à l'heure et c'est vrai que même dans des cabinets où il y a plusieurs kinés qui travaillent ensemble, des collaborateurs, des assistants et des remplaçants, et il n'y a pas forcément de cohésion en fait au sein du cabinet, au sein des équipes. Il n'y a pas cette vision commune. Ça arrive très souvent en fait que chacun vraiment travaille de son côté et on échange autour d'un café de temps en temps, une réunion pour suivre un petit peu l'évolution du cabinet, des charges et tout ça de temps en temps. Mais il y a pas souvent enfin pas souvent, je constate régulièrement par contre qu'il n'y a pas cette cohésion. Et en fait, à partir du moment où on va pouvoir communiquer ensemble, il y aura plus de force à mener un cabinet dans une direction donnée, même si chacun a sa spécificité. En maxillo, en pédiatrie, il y a plein d'orientations possibles. Mais en fait, le fait de se retrouver et d'avoir ça, cette cohésion-là, ça va permettre d'avoir une unicité en termes de communication. Tout le monde va dans la même direction. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu aussi, Jérémy, de ton côté. Oui, moi je vois au cabinet, j'ai eu l'expérience au départ, lorsqu'on était peu nombreux finalement, il y avait des sortes de clans qui s'étaient créés, il y avait des non-dits entre les Mhm. collaborateurs, le titulaire. Moi, je partais sur un objectif que ça devait être fait de cette manière-là, mais je l'avais pas explicité, donc je Mhm. me plaignais, mais je l'avais pas clairement dit. Et eux pensaient payer une rétrocession, donc ils disaient c'est pas à moi de le faire, c'est au titulaire de le faire. Donc au final, on avait deux visions différentes qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais qui étaient on s'était pas mis au début, lors du premier entretien pour savoir si on allait travailler ensemble, on n'avait pas explicité chacun ce qu'on attendait de l'un, de l'autre, et c'est là où ça commence à créer des frictions. Et finalement, Mhm. pour le coup, nous, on a eu d'autres personnes qui sont arrivées dans l'équipe, qui ont fait exploser ces différents groupes qui s'étaient créés, et maintenant, sur les deux espaces, on est quand même jusqu'à 13 kinés à travailler, alors dans deux espaces différents, donc on n'est pas ensemble à chaque fois tous les 13, mais là, il y a une super cohésion, on fait des activités Mhm. le soir ensemble, on fait des activités le midi, on fait du paddle, enfin toutes ces activités-là tous ensemble. Donc ça permet d'avoir créé aussi euh, une force dans le cabinet. Il faut aussi investir les collaborateurs qui travaillent avec nous sur de l'achat du matériel, de prise de décision collégiale et pas tout imposer en mode dictateur titulaire hiérarchique qui impose les choses. Donc ouais, Excellent. mais on nous apprend pas à faire ça. On nous apprend pas à manager une Ouais. équipe et encore moins sans lien de subordination et de hiérarchique. Et juste dans le groupe, là, pour voir si vous voulez envoyer un message dans le chat, si vous voulez m'envoyer un message dans le chat ou à Jérémy, nous dire en 0 sur 10 quelle est la cohésion dans votre cabinet, si vous êtes plusieurs, et combien il y a de personnes. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, mais ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a souvent des sensations
d'inconfort dans les cabinets, on ne sait pas trop comment se positionner, mais pour avoir discuté avec François Debly, qui est un expert du management et que j'ai interviewé pour le cadre de ma formation, voilà, lui, il dit c'est plus compliqué un management transversal. C'est plutôt une relation de confiance qui doit s'instaurer. Et lui, il nous donne vraiment comme conseil de mettre carte sur table tout ce qu'on veut dès le départ, de faire des réunions régulièrement. Mais comme on a des plannings chargés, souvent on le fait au début puis on le fait plus, Mm. et c'est là où les soucis arrivent progressivement. Ouais. Là, j'ai Tom qui me dit qu'il est tout seul, lui, au cabinet. Il est en zone Bon, il n'y a pas de surdotée, problème donc de management. pas de problème. En zone surdotée, Sylvie, elles sont deux. Non, pas de vision commune avec le titulaire. Ok. Hmm, Euh, ok. Et elle vient juste de l'apprendre. Donc, voilà. hmm, Situation un petit peu compliquée aussi. Et c'est vrai que bah, déjà, ça met de la réalité sur les choses. Et en fait, une fois qu'on voit les choses telles qu'elles sont, ben, on peut prendre des décisions derrière. Si on se voit hmm, le regard sur ces choses-là, c'est pour ça que c'est important de creuser un petit peu tous les éléments que tu abordes. C'est tout à fait ça. C'est à partir du moment où on prend conscience des choses, on va pouvoir aussi prendre les bonnes décisions qui viennent derrière. hmm. Donc, voilà. Voilà, comme je disais, c'est un cercle qui peut être vicieux. On est dans la tête dans le guidon. Changer de cabinet, ça peut être un peu compliqué. Mettre des choses en place, ça prend du temps. Et donc, on se dit, bah, j'ai pas le temps, donc je le fais pas. Et c'est pour ça qu'on rentre après dans ce syndrome de l'épuisement que l'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Tom, pareil, même situation, il a changé de cabinet suite à des tensions avec son ancien titulaire, son ancienne titulaire. Donc, Donc ouais, ça ouais, reprend ouais, ce que je disais sur le c'est- management. Mais tu as aussi le management envers les patients, finalement, dans un Mhm. sens. C'est pas parce que, voilà, et quand il faut leur avoir une adhésion au protocole thérapeutique, les faire bouger, voilà, Mhm. on est toujours dans de la négociation. Je l'ai pas noté ici, mais il y a aussi cette négociation avec soit les patients, la négociation avec les collaborateurs ou le titulaire, et la négociation aussi avec les partenaires que l'on peut avoir, pour du matériel, par exemple, où il va falloir négocier avec eux des tarifs. Donc ça fait partie aussi de l'aptitude bah, qu'on ne nous apprend pas à l'école et qu'on a pourtant besoin en tant que chef d'entreprise. Et ça, Et c'est le super dernier point que intéressant j'ai... parce que, juste pour terminer sur ça, Bien en fait, sûr. les compétences que vous avez avec les patients et au sein de votre activité, vous avez d'immenses compétences interrelationnelles, de management justement transversal pour engager les patients dans leur éducation. Et en fait, c'est ça, c'est ce focus-là que l'on met sur une chose, bah, de le mettre sur d'autres choses. Mais ça reste les mêmes compétences, c'est juste qu'on change un petit peu de cadre et on va pouvoir euh, toucher à ces compétences-là, les sublimer dans d'autres domaines de son activité. Donc, Oui. ouais, pour la partie juridique, effectivement, ça c'est quelque chose de très important aussi. Ouais, la partie juridique, je l'ai pas noté, mais déontologique aussi. Pour la partie juridique, est-ce que je reste en entreprise individuelle? Est-ce que je crée une CELARL? Est-ce que je crée une entité distincte si je fais un cumul d'activités ou une activité qui est différente de la kiné? Et au niveau déontologique, est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire? On en parlera un petit peu tout à l'heure sur l'étude de cas concrets du sport santé. Donc les erreurs classiques du kiné libéral, bon, là vous allez à mon avis vous reconnaître au moins dans une, travailler plus au lieu de travailler mieux. Alors ça veut pas dire qu'on travaille mal quand on est kiné en conventionné, mais on travaille tellement qu'au final on est épuisé. On va pas le redire parce que ça fait déjà trois, quatre fois qu'on le dit, mais c'est vraiment le cas. On suit pas ces chiffres, on sait pas où on en est trop de nos charges, de notre chiffre d'affaires. Voilà, on sait qu'on gagne à peu près tant par mois en fonction du nombre de jours où on a travaillé, mais on n'est pas précis, donc c'est compliqué de se verser un salaire régulier, de prévoir les charges, de savoir le prévisionnel, les investissements, les amortissements. Voilà, donc tout ça, il faut les suivre. C'est des rendez-vous avec des comptables qui doivent être faits. Moi, je conseille d'avoir un comptable qui fait un atterrissage au mois d'octobre et pas au mois de mars quand on peut plus prendre d'action sur l'année passée. Donc, il faut chercher un comptable, si on prend un comptable, mais qui fasse un prévisionnel sur 3 ans au moment où on commence avec lui, qui nous contacte régulièrement pour faire un point. Parce que si je peux prendre une semaine de vacances parce que j'ai beaucoup travaillé sur les 9 premiers mois, ça vaut quand même le coup de savoir où j'en suis par rapport aux tranches d'imposition, par rapport aux charges URSSAF et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important de suivre ces chiffres. Et puis après, une des erreurs, c'est de dépendre quasiment exclusivement des actes conventionnés. Et on a dit, échanger du temps contre l'argent, ça devient compliqué. Donc là, je pense qu'au moins dans l'Assemblée. Je pense qu'il y en a au moins quasi la totalité qui doivent peut-être se retrouver dans une, deux, voire les trois possibilités. Et puis, ah oui, ne pas formaliser son positionnement, j'ai oublié celle-ci, elle est importante aussi, savoir la position, la posture qu'on peut avoir, et ça, on pourra en parler par la suite.
repousser les actions d'entreprise plus tard. Voilà, il y a toutes ces possibilités, mais pour moi, les trois premières, elles sont vraiment primordiales. Et repousser les actions d'entreprise à plus tard, j'aurai le temps, je le ferai plus tard. On procrastine ou on a tellement peu de temps que finalement, on n'est pas là-dedans. Donc, ce qui se passe, c'est que comme on parle d'être des chefs d'entreprise, que l'on est, on veut trouver des leviers pour optimiser sa carrière, pour optimiser sa façon de fonctionner. Donc, l'une des possibilités pour se diversifier, bah, c'est pour s'optimiser et développer sa carrière, lapsus révélateur, bah, c'est de se diversifier. On en entend parler beaucoup. Julien, tu commentes beaucoup là-dessus sur la diversification d'activités. Moi également. On a compris, et on n'est pas les seuls à l'avoir compris, heureusement, bah, que le 100% conventionné devient compliqué. Donc, ça, c'est vraiment où on est complètement d'accord là-dessus. Les tarifs sont bloqués, le volume d'horaire est limité. Au bout d'un moment, il n'y a que 24 heures dans la journée. On va pas travailler 7 jours sur 7, de 7 heures à 23 heures tous les jours. C'est juste pas possible au niveau de la santé, de la qualité de travail et de la qualité de vie. On est fortement dépendant aux décisions politiques. On l'a vu en juillet avec le fait que de façon unilatérale, on a décalé la revalorisation qui devait arriver. Donc voilà, on est soumis à ce qui va être décidé. Donc on a plusieurs solutions. Soit on crie, on se plaint, on manifeste. Soit, et on peut faire les deux, on essaie de trouver d'autres leviers pour pouvoir augmenter ses revenus. Et puis, bah, c'est toujours compliqué, ça, Julien, tu peux peut-être nous en parler, à valoriser une expertise spécifique. On fait des tas de formations, on investit dans du matériel, mais finalement, pour la plupart, on reste sur de l'acte classique. On met des compétences, des formations, du matériel, mais derrière, on ne se sent pas légitime, on n'a pas la connaissance ou on ne sait pas comment faire pour pouvoir se lancer dans son activité conventionnée et mettre enfin à profit tout ce qu'on en a appris. Je ne sais pas ce que tu constates à ce niveau-là. Moi, ce que je constate souvent, c'est qu'au fil des formations et des années qui passent, en fait, au sein de la même activité conventionnée, beaucoup de kinés essayent de faire tout rentrer. Tout rentrer. Alors, au début, ça va, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et au bout d'un moment, même une demi-heure, ça devient vraiment trop court avec tous les patients parce qu'il y a tellement de compétences et de visions qui vont au-delà de la rééducation pure, qui vont aller sur la prévention, sur l'éducation, sur d'autres éléments qui ne sont pas prévus dans la NGAP, au final, bah, ça sature aussi à la fois le patient parce qu'on essaye de trop lui en transmettre d'un seul coup, mais en plus l'acte de rééducation en soi et sans revalorisation derrière. Je ne sais pas si tu as constaté ce genre de choses. Ouais, souvent on accumule, et j'ai fait ça aussi, les compétences, et finalement on a peur si on change d'offre, bah, de se sentir vendeur, commercial, d'être en train Mm. d'essayer de vendre quelque chose à notre patient, et on nous a toujours dit que l'activité de kiné n'était pas un commerce. Mm. Mais après, on peut développer d'autres choses quand même à côté, et encore heureux, parce que pourquoi est-ce que nos patients bénéficient de notre expertise, de notre savoir-faire, alors que derrière, nous, on n'est pas revalorisé. Moi, j'ai fait un petit test par rapport à mon espace sport santé. J'ai fait un Mm. petit sondage et je leur ai demandé à combien évaluez-vous les patients, votre santé, à qu'est-ce qu'elle vaut? Et j'avais trois choix de réponse. J'avais mis entre 20 et 30 euros le prix d'un abonnement téléphonique. J'ai mis le prix du dernier smartphone, ou ça n'a pas de prix. Et sur l'ensemble, ben, j'ai eu quasiment, je pense, 30% qui est évalué à 20 ou 30 euros par mois le prix de leur santé. Donc j'ai trouvé ça hallucinant. Donc voilà, les patients, ils sont pas forcément, ils n'ont pas les valeurs que l'on pourrait avoir nous. Donc nous, on se décarcasse, mais derrière, ils n'investissent pas forcément dans leur santé. Donc c'est aussi tout un côté de société qui serait à réévaluer, à revoir. Mais ça passe aussi par nous de proposer des services différents, de leur mettre à disposition nos compétences, notre expertise, autre part que dans le conventionné. Ouais. Alors, juste pour préciser, il y a Tom qui demande quand est-ce qu'on pour me poser des questions. Je dis, en fin d'intervention, on va essayer de libérer un peu plus la parole, mais sinon, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires. Vous me les envoyez à moi directement ou à Jérémy directement, et on y répond au fur et à mesure avec plaisir aussi. Je continue de dérouler de toute façon, et puis après, comme ça, on pourra répondre donc aux questions. Et donc, les revenus qui sont, ce que je disais tout à l'heure, directement liés à sa présence physique. Hein, j'échange du temps contre de l'argent. Donc, diversification, de quoi parle-t-on? Donc, il faut bien comprendre je vais vous donner quelques exemples. Il y a le sport santé, on peut faire des cours collectifs à la fin du cabinet le soir ou entre midi et deux. On peut créer des programmes personnalisés avec des applications, par exemple. On peut créer des bilans spécifiques pour les sportifs, les seniors, les douleurs chroniques.
Et intervenir en entreprise, ça se fait de plus en plus. En tout cas, il y a des réseaux qui se sont montés pour vous aider à vous former pour intervenir en entreprise. Et puis après, il peut y avoir ces fameux accompagnements en ligne, en tout cas cette visibilité en ligne. Voilà, c'est un petit schéma que j'avais fait très simplement, hein. En fait, on a ce qui est pris en charge par la Sécu, donc tous les actes conventionnés. Au-dessus, on a notre champ de compétences qui est beaucoup plus large. La fourchette entre les deux, bah, c'est là où on peut faire nos fameux actes hors convention. Au-dessus, on a le cumul d'activités, hein, qu'on verra tout à l'heure. Et puis, si jamais je développe encore plus de choses, bah, je peux créer une entité distincte qui soit complètement séparée de mon activité principale. Et ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et c'est ce qui parle aussi des aptitudes du chef d'entreprise, c'est d'anticiper et de se projeter aussi à 3 et 5 ans, comme je disais tout à l'heure. Je vais peut-être créer une société en amont parce que je vais mettre un objet social spécifique qui sera ou très très large ou très très centré en fonction de ce que je veux mettre par la suite. Et ça peut être aussi une fusée à plusieurs étages qu'il faut mettre en place. Alors, les bénéfices de la diversification, bah, déjà, on augmente sa marge. On parlait je fais exprès de mettre ces termes-là qui peuvent choquer un petit peu. Et on augmente aussi son taux horaire. On va diversifier ses sources de revenus, hein, on met pas ses œufs dans le même panier, parce que si j'ai un souci sur une de mes activités, bah, j'ai quand même peut-être une, voire deux, voire plus d'activités en secours derrière. Je peux avoir la possibilité de créer une part de mes revenus qui peut dite passive. On va voir comment dans l'exemple juste après. On va rompre la monotonie, ça, il n'y a rien de tel pour pouvoir éviter l'épuisement que d'avoir des variations d'activité, de pas travailler au même endroit, travailler un petit peu de la maison. Moi, c'est mon cas et c'est vraiment agréable de pas être 5 jours sur 7 au cabinet. Et puis, ça va permettre aussi de renforcer l'attractivité du cabinet pour les patients, mais aussi pour les collaborateurs qui vont avoir peut-être plus envie de venir travailler dans votre cabinet parce qu'il est attractif, parce qu'il propose d'autres services et que eux vont pouvoir aussi se développer directement au sein de votre cabinet. Donc là, j'étais hyper théorique. Maintenant, je vais vous parler d'une étude de cas, le groupe PhysioCoach. Donc, c'est ma partie à moi, ce que j'ai développé. En fait, depuis 2016, j'ai créé un bâtiment qui m'appartient. Dans ce bâtiment, il y a deux structures. Une structure kiné d'un côté et de l'autre côté, il y a une structure sport santé, un espace sport santé. Donc, moi, je suis gérant de l'espace sport santé, co-gérant de l'espace sport santé. En tant que kiné, ça ne pose pas de problème. On peut euh, cumuler les activités parce que je suis à la fois kiné dans le bâtiment et co-gérant de l'espace sport santé. Et je partage donc mes locaux, ce qui est autorisé par le code de déontologie, entre une activité kiné et une activité commerciale. Évidemment, il y a des règles. Les règles sont simples. Maintenir le secret professionnel, ça c'est indispensable. Et ça peut se maintenir de certaines manières. Normalement, on est censé séparer nos activités, avoir un espace dédié à l'activité kiné, un espace dédié à l'activité sport santé. Les deux entrées séparées ne sont pas obligatoires, en tout cas, elles ne sont pas réclamées par tous les conseils départementaux. Je pourrais vous en parler un peu plus lors des questions-réponses si vous le souhaitez. Et il va falloir ne pas se servir de son grade de kinésithérapeute pour venir euh, euh, améliorer le nombre de patients qui auraient envie de se transformer en adhérents côté salle de sport. Donc ça, c'est officiellement, on ne peut pas se servir de tout ça, bien évidemment. Ce qui se passe chez nous, je suis complètement transparent avec vous, on a été hyper clair dès le départ. C'est pas parce qu'on vient avec une ordonnance qu'on peut accéder à l'espace sport santé, sinon ça serait trop simple. C'est aux patients qui deviennent donc des adhérents de payer leurs cotisations. Certaines mutuelles peuvent prendre une charge, une partie en fonction de leur contrat. Mais si on couple les deux fichiers et le fichier kiné et le fichier salle de sport, on s'est rendu compte que dans nos adhérents, 35% de nos adhérents sont d'anciens patients du cabinet. Ça veut dire qu'il y a une captation naturelle qui se fait, des kinés qui ont, des patients, pardon, qui ont fini leur éducation, qui veulent maintenir ces bienfaits, qui se voient pas aller dans une salle de sport classique parce qu'ils ne se reconnaissent pas, ils ne sont pas à l'aise, et qui se disent, j'ai pris l'habitude de venir dans cette salle de sport, dans ce cabinet, et donc je vais poursuivre l'absus révélateur dans cette salle de sport. Et je me rends compte que les patients qui sont devenus des adhérents, bah, ils ont gardé finalement les mêmes créneaux horaires que quand ils étaient patients. C'est-à-dire qu'ils ont tellement pris l'habitude de venir, par exemple, le mardi et jeudi de 9h30 à 10h30 que bah, ils viennent à la salle de sport le mardi et le jeudi dans le même créneau horaire. Donc on a créé une habitude positive de venir faire de l'activité physique avec son kiné. Une fois que c'est terminé, on va pas enchaîner sur des ordonnances à plus jamais en finir. Il faut que les patients deviennent eux-mêmes
garants de leur santé et de leur prévention. Et donc, ils ont cette possibilité de venir adhérer à la salle de sport avec un bilan d'entrée, des tests physiques, un programme personnalisé, un suivi. Et dans l'espace sport santé, j'ai une coach sportive qui est aussi gérante de l'espace et on a aussi une enseignante en activité physique adaptée qui permet d'ajouter la caution santé, entre guillemets, sur le concept physio-coach. Ça, c'est, si vous voulez me poser des questions après, ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Donc ça, c'est la version, je crée un espace dédié. On peut aussi très bien faire des cours qui est moins coûteux en investissement ou alors conseiller via des applications des exercices et faire du suivi de nos patients. Je sais pas, Julien, si tu voulais rajouter quelque chose sur ce côté Non, développement, c'est diversification. parfait. Il y a des questions qui commencent à arriver, mais je pense qu'on les abordera justement au fil de Ouais, ta présentation et sinon à la fin de, ok. du- Parfait. Moi, je suis en plein écran, donc je vois pas les questions, donc c'est pour ça qu'on pourra les voir directement après. Donc, ce que je vous propose, c'est de parler d'un plan d'action sur 30 à 90 jours, 30 et 90 jours, pardon, parce que là, on a parlé de notre contexte de la profession. Je vous ai rappelé des choses qu'on sait tous parce qu'on le vit au quotidien. On a rappelé qu'on était des chefs d'entreprise à part entière et que notre cabinet, notre activité était une entreprise différente des entreprises classiques, mais c'est une entreprise quand même. Que d'une manière d'optimiser sa carrière, c'est de se diversifier. Et au final, malheureusement, malgré tout ça, on sait que très peu de kinés passent à l'action. Ils ont du mal, on en a parlé tout à l'heure, par le syndrome de l'imposteur, cette légitimité qu'ils ne pensent pas avoir alors que on est complètement légitime pour énormément de choses. C'est pourquoi moi je vous propose un plan d'action. Déjà d'avoir trois actions concrètes à faire dans les 30 prochains jours. Bloquer 1 heure, 2 heures, ça serait l'idéal, mais au moins 1 heure pour faire un diagnostic personnel et professionnel. Durant cette heure, il va falloir clarifier ce que vous voulez. Quel rythme de travail on souhaite, comment on s'imagine dans 3 ans, quel revenu mensuel j'ai besoin, quelle place je souhaite que mes projets occupent par rapport à ma vie professionnelle. Étape 2, on va également mettre en place un diagnostic de la situation et de mes compétences. Qu'est-ce que j'ai comme compétences actuellement? Sur quoi je me suis formé? Qu'est-ce qui me plairait de développer comme activité secondaire? Est-ce que j'ai toutes les compétences nécessaires pour le faire? Est-ce que juridiquement parlant, je suis dans les clous? Est-ce que je dois créer d'autres choses? Si oui, est-ce que je me rapproche d'experts? Est-ce que je le fais moi-même? Voilà, toutes ces questions-là, il faut se les poser. Et puis ensuite, il faut sélectionner une première action concrète à lancer. Soit je me forme si je n'ai pas les compétences nécessaires, soit par exemple, je prends un rendez-vous avec mon expert comptable et on va parler chiffres ensemble. Donc là, moi, je vous demanderai, et vous le ferez si vous voulez, mais en tout cas, d'essayer sur la semaine qui suit, parce que si on attend trop, on le fera pas, de vous bloquer 1 heure, de vous poser avec des chiffres clés. J'aurai une checklist à vous proposer si vous le souhaitez par la suite, pour voir si vous êtes où vous en êtes, parce qu'il faut faire déjà un audit de la situation actuelle, savoir où on veut aller, et ensuite s'engager sur une première action concrète. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ensuite, bah, si on met un plan de route sur les 90 prochains jours, le premier mois, ce que je vous propose, c'est donc ce mois, donc on en a parlé juste avant, je diagnostique ma vision à court, moyen et long terme, le positionnement que je veux avoir. Est-ce que je veux être spécialisé dans telle ou telle rééducation? Est-ce que je veux être un kiné présent sur les réseaux sociaux? Voilà, qu'est-ce que je veux avoir comme vision? Qu'est-ce que je veux comme projet professionnel? Le mois 2, je dois concevoir mon offre, l'ajuster pour voir si elle me va bien, donc vraiment y réfléchir. Et ensuite, le mois 3, bah, je vais venir la mettre en place, je vais communiquer dessus et je vais faire mes premiers tests sur le terrain pour pouvoir, si besoin, le réadapter derrière. Donc, on sait très bien que bah, on ne devient pas chef d'entreprise, on va pas créer une offre, on va pas révolutionner en 8 jours ou en 90 jours les choses, mais si on s'engage concrètement une fois pour toutes pour faire les choses et qu'on passe à l'action, bah, petit à petit, vous allez voir que ça va devenir facile à mettre en place. Et puis, il y a des gens comme Julien, comme moi, qui peuvent vous accompagner sur des éléments que vous ne maîtrisez pas ou vous n'avez pas le temps de faire. Donc, il y a vraiment des choses à mettre en place qui sont vraiment très, très importantes. Donc, les messages clés à retenir, tu es un chef d'entreprise, autant apprendre à le devenir vraiment, à l'assumer complètement, ne pas avoir peur de revendiquer ce côté chef d'entreprise et que notre activité, notre métier est très beau, on a plein de choses à faire, on a plein de compétences, il faut maintenant les valoriser. Que le modèle 100% conventionné montre ses limites et va les montrer, à mon avis, de plus en plus.
que diversifier, c'est reprendre le pouvoir sur sa carrière. C'est pas un gros mot de diversifier. On peut être capable. On dit que le kiné est une personne au multipotentiel. Bah, c'est vrai. Avec nos compétences, on est capable de faire beaucoup de choses. Et il y a trois leviers immédiats. Faut clarifier ce que tu veux réellement, diagnostiquer ta situation, faire un audit, et ensuite lancer au moins une première action dans la semaine qui va suivre. Ça, c'est très important. Ça paraît facile comme ça, mais il faut vraiment s'engager à le faire pour vraiment avoir des changements notables, parce qu'on peut se plaindre que ça va pas, mais il faut aussi que de notre côté, on soit capable de faire ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Et je vais vous laisser aussi mes coordonnées parce que je peux, si vous le souhaitez, vous accompagner. On peut échanger lors d'un rendez-vous sur votre projet. J'ai créé une formation, on pourra en parler plus en détail si vous voulez, comment optimiser sa carrière de kinésithérapeute qui est en e-learning, qui propose aussi 1 heure d'accompagnement incluse à l'intérieur. Et j'écris un prochain livre sur comment optimiser sa carrière. Donc, c'est un livre qui vous donnera tous les trucs et astuces pour pouvoir optimiser sa carrière, à la fois si on veut créer un cabinet, si on a déjà un cabinet, si on veut définir une offre, la créer, comment communiquer. Et avec Julien, on travaille sur la partie communication ensemble. Voilà, je suis entouré d'experts dans cette formation, dont Julien, qui n'est pas le seul. On a aussi des gens spécialisés dans le marketing, des experts comptables, un juriste, un avocat d'affaires. Voilà, on a tous ces gens-là qui interviennent dans la formation pour vous donner toutes les clés pour vous lancer. Et là, vous avez donc mes contacts et je mettrai après un- hop, j'enlève, je vais vous le remettre juste après. Tac. Est-ce que tu vois juste le QR code, Julien? Oui, oui, c'était bon. C'est en plein écran. C'était juste tout seul sans le reste. Non, j'avais Oh, toute la slide, mais c'était bien. On pouvait le scanner. Tu veux que je teste? ouais, oh, ouais, Je test teste. voir et comme ça, je peux mettre moi J'étais en train de dans le regarder chat. parce qu'aujourd'hui il y avait le vote du Sénat pour le PLFSS justement. Donc ça a été voté. Ça repart à l'Assemblée nationale. Donc on va avoir pas mal d'actu à venir justement sur l'orientation. Bon, même si on a pas mal d'infos déjà sur ce qui était dans les différentes enveloppes. Mais bon, Mhm, pour ce qui est des revalorisations, en tout cas, ça a été validé. Celle de juillet pour janvier, à couvrir dans le navigateur. Donc là, on arrive directement sur ta page d'accueil, hein, sur ce QR code. oui, c'est OK, ça, parfait. sur le site. Et en haut, il y a prendre Voilà, rendez-vous. On peut prendre rendez-vous sur Calendly. oui. Tac. OK. Et là, je vous mets, hop, je sais pas si moi je peux ajouter un petit lien. Je te l'envoie sinon à toi, Julien, directement. Ah, là, Tu peux le si tu peux le partager. mettre là-dessus, tu peux, hein. Ouais, Sur ouais, ça m'a désactivé. Moi, j'ai. Bon, écoute, sur le ça chat, t'embête pas, je tu te veux? l'envoie. Ouais, parfait. Ouais, je t'envoie le lien. C'est un petit formulaire un petit oui, formulaire post-webinaire pour un peu avoir vos avis si vous avez Tac. besoin d'autres choses. Je te mettrai aussi sur, sur WhatsApp. Je vous l'enverrai par WhatsApp aussi à la suite de la formation et avec le lien pour le replay aussi pour ceux qui ont pas, il y a des personnes qui sont venues en cours de route, donc pour les personnes qui n'ont pas pu le voir au début. Ouais, donc voilà, au niveau de l'actualité, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités, hein. Soit on continue de croiser les doigts en espérant qu'il y ait des revalorisations, mais on sait très bien que c'est pas du tout l'orientation qui est prise. Au contraire, vu ce qui est en train de tomber sur le dos des médecins, des professionnels de santé en général, donc et des chirurgiens aussi. Donc ça a été voilà. L'autre option, c'est vraiment de prendre en main, de continuer à se syndiquer, à faire à aller dans faire entendre sa voix par tous les moyens, mais à côté de ça, de prendre des actions concrètes pour rendre viable son activité, pour continuer à aider les patients au mieux, leur proposer des choses qui vont plus loin que ce que prévoit la sécurité sociale aujourd'hui. Et c'est justement une des questions de Thomas. Je ne sais pas si toi, tu as eu des questions, si tu as accès aux questions de ton côté. Moi, j'ai rien du tout. J'ai pas accès aux Ok, questions, donc tu vas t'as pas de pouvoir me questions. Donc, il y a il y a Tom, pardon, Tom Watson qui m'a envoyé une question.
en ce qui concerne de faire la séparation entre ce qui est conventionné et ce qui est en HN au sein de son activité. Donc, c'est un petit peu le cas que je citais tout à l'heure, où à force de faire des formations, d'investir dans du matériel, on essaie de tout faire entrer dans une séance et la séance déborde avec des séances bien plus longues que la norme, je cite, en utilisant plusieurs technologies qui sont des outils pour la rééducation, mais voir à quel point c'est vraiment de la rééducation, à quel point c'est de la prévention de rechute, à quel point, en fait, de bien faire la différence entre tout ça, c'est là où pour Tom, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu as des petits tips que tu peux donner? En tout cas, ce qu'il faut déjà, c'est que c'est pas parce que j'ai un nouvel outil, un nouveau matériel que je peux justifier telle ou telle chose. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Oui. Voilà, il va falloir créer une offre spécifique et il va falloir informer tes patients de cette offre-là. Donc déjà, il faut être aligné avec le fait de faire du hors convention, du hors nomenclature. Et il va falloir être hyper vigilant. Il y a des choses indispensables comme un devis quand ça dépasse les 70 euros, bien informer le patient que là, il est dans une partie qui est hors convention, qu'il va devoir régler lui-même. Donc ça, il faut être hyper carré sur la présentation. Et en fait, ce que Mhm. je parlais tout à l'heure, c'est le positionnement. C'est mon offre et mon positionnement. Il faut définir son offre avec précision, il faut savoir la présenter et il faut être aligné avec cette offre-là. Si lorsque je veux présenter quelque chose, je suis moi-même pas très sûr, j'ose pas le faire, j'en parle quasiment pas parce que j'ai peur que le patient soit OK et je sais pas si je suis dans mon droit, pas dans mon droit. Mais c'est pour ça qu'il faut préparer son offre, préparer ses arguments, ses contre-arguments, parce que le patient va souvent essayer de négocier pour qu'on le fasse passer dans un acte conventionné. Mais cette offre, elle doit être définie en amont. Et après, il y a toute une stratégie à mettre en place, à poser des objectifs, se projeter, anticiper, créer des connexions aussi autour de soi. Et des partenariats. Et ça, c'est très important de le faire. De se poser, papier, crayon, notes, vocales, comme on veut, mais voilà, il faut poser les compétences, c'est ce que je parlais d'audit au départ de ces compétences, savoir où on veut aller, et après on définit le chemin pour y arriver, et on doit être très aligné sur ce qu'on propose pour pas se faire attraper par les patients qui vont toujours essayer d'en avoir plus pour toujours 16 euros et quelques. C'est exactement ça. Et en fait, le risque au final dans ces situations-là, c'est vraiment le kinésithérapeute qui le prend, parce que le patient, il prend vraiment aucun risque. Et par contre, le kinésithérapeute, il prend le risque des indus. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être très clair avec soi-même et avec les patients. C'est de dire, en fait, la sécurité sociale ne prend pas ça en charge. Elle prend plein de choses en charge, mais ça, elle ne le prévoit pas. J'ai eu beaucoup le cas sur le drainage lymphatique, parce que le drainage lymphatique est très codifié. Il y a vraiment 4 cas ou 3 cas qui sont très précis sur la prise en charge par la sécurité sociale, et le reste, ce n'est pas pris en charge. Si quelqu'un vient parce que elle a les jambes lourdes, elle pourra pas être prise en charge. Et le kiné qui fait passer sa séance de kinésithérapie sur ce type d'acte, il risque très fortement d'avoir des indus. Et c'est très souvent sur ça. Exactement, cancer plus lymphodème vrai, Mm. c'est l'un des 3 cas. Donc voilà. Et Parce qu'on a c'est souvent c'est un des drainage veineux. ordonnances. Ouais. On a souvent des gens qui viennent avec des. Moi, je fais pas de drainage lymphatique ou de drainage veineux, mais il y a souvent des gens qui viennent avec une ordonnance. L'été, j'ai les jambes lourdes, je veux faire un drainage lymphatique ou veineux. Voilà. Donc ça, Ils ont après, le il y a choix des entre, cas où ça rentre en ligne de compte. ouais, Et ils ont le ils choix auraient, entre et 60 dans euros certains chez le cas, ils ont. médecin ou 16 euros. C'est ce que j'allais te Ouais. dire. C'est ça. Sinon, il y en a qui n'hésitent pas à payer chez une esthéticienne ou autre. Donc, nous, on est professionnels de santé, on a des compétences supplémentaires, donc faut pas hésiter à les valoriser. Et ça passe par une offre et un prix et être aligné avec ça surtout. Est-ce que ça te permet de... ouais, tac, j'ai des phlébologues qui me marquent rééducation des 2 membres inférieurs car ils savent que la NGAP est comme ça. Ok, sur le drainage lymphatique. Hmm. Donc, ouais. Après, il y a cette espèce de consensus, mais c'est important au bout d'un moment de dire, voilà, de savoir poser les limites et de savoir dire non. Et effectivement, peut-être que le kiné à côté va le faire. On a peut-être la sensation d'avoir perdu une séance de membres inférieurs avec un patient alors qu'on pouvait le facturer en nomenclature, comme devrait d'ailleurs le facturer en nomenclature.
Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut être carré et ne pas hésiter à aller voir les prescripteurs en disant, aujourd'hui, je travaille comme ça. Pour compléter ce que ne prévoit pas la NJAP, je propose ceci et cela. J'ai des exemples par dizaines et dizaines aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que j'accompagne les kinés. Cette année, j'ai eu plus de 50 kinés que j'ai accompagnés à développer justement les actes hors nomenclature. Donc, des possibilités, même s'il y a un cadre à respecter, il y en a deux en vérité. Il y a le cadre de la NGAP duquel il faut sortir et le cadre du champ de compétences quand on est sur du HN sur lequel il faut rester. Et on peut sortir de ce cadre du champ de compétences et aller sur de l'activité commerciale, comme tu l'as super bien fait, Jérémy, et comme tu l'as montré ce soir. Euh, donc aujourd'hui, mon erreur est d'avoir construit ma séance type avec matériel, technologie incluse directement. En fait, le fait de détacher ça, oui, c'est sûr que plus tu attends, plus ça risque d'être compliqué, en fait. Euh, le faire au moment qui te semble le plus opportun, mais sans procrastiner trop. Mais effectivement, peut-être le faire progressivement. Il y a plein de façons d'aborder la chose. J'ai pas tous les éléments en main pour détailler cette partie-là. Mais voilà, toi de ton côté, ça fait longtemps que c'est en place, Jérémy. Comment est-ce que tu ferais concrètement aujourd'hui si tu as construit une grosse séance avec plein de choses dedans, que ça déborde et que ça déborde de la NGAP, clairement. Comment est-ce que tu recentrerais ça alors que tes patients sont habitués à ça, que les prescripteurs sont habitués à ça? Bah, ce qui est déjà compliqué, c'est quand on a déjà des patients qui viennent et qui ont déjà connu ça. Donc, c'est plus compliqué de faire machine arrière avec des patients qui ont déjà. Donc, déjà, je créerais une offre pour les nouveaux qui arriveraient, voilà, en disant maintenant, les choses ont évolué, les choses ont changé. Soit il y a une machine nouvelle qui arrive, soit j'ai des compétences nouvelles. Et donc, maintenant, je crée cette offre-là, mais j'attendrai pas trop parce que sinon, je vais avoir de plus en plus de patients qui vont bénéficier de ces offres-là et je vais me retrouver à ne plus pouvoir faire machine arrière parce que comme ils ont connu, ils vont pas comprendre que ça soit en arrière. Donc, fermer les yeux et se dire, bon, je vais continuer comme ça, c'est pas non plus la solution. Donc, il faut au bout d'un moment tailler dans le gras directement et la mettre en place et le faire progressivement dans le sens où bah, ceux qui sont déjà en soins à l'heure actuelle, faire machine arrière, c'est compliqué de le justifier. Par contre, pour les nouveaux qui vont arriver et pour tous ceux qui reviendraient après, même si c'est les anciens patients, voilà, maintenant le fonctionnement a changé. J'ai telle offre, ça marche de telle manière. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Et encore une fois, on reparle des contre-arguments. Et moi, quand j'ai fait la salle de sport, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'au départ, tout le monde quasiment est venu avec une ordonnance en me disant, mais ton adhésion, elle a 25 ou 30 euros. Je te donne une ordonnance, tu prends 2 séances par semaine, ça sera toujours plus que les 30 balles que tu prendras par mois. Et puis comme ça, c'est bon. Mais je dis non. Si au bout d'un moment, je me retrouve à faire 70, 80, 100 actes, ça me rappellera un kiné qui est pas trop, qui est passé à la télé il y a pas très très longtemps. Ça va pas, c'est pas possible. Et puis encore une fois, même si on n'est pas là pour changer la société, il faut se prendre en charge. On va payer des choses, des Netflix, toutes ces choses-là un peu partout. On n'a pas peur d'investir là-dedans. Bah, sa santé, on peut mettre 30 euros, 40 euros, 50 euros, voire plus sur sa santé s'il y a des, en face, s'il y a des prestations qui sont, qui sont bonnes. Après, il ne faut pas hésiter à en parler, des affichages, hein, en disant, voilà, sur ces actes-là, je sors complètement du champ de la prise en charge par la sécurité sociale, de l'afficher ouvertement et de dire, jusqu'à présent, je l'ai fait passer, mais comment dire, j'ai eu un message, même, voilà, où je risque d'avoir un message de la sécurité sociale avec des risques Un importants de rappel, mon hein. côté. Ouais, un rappel à l'ordre et ça peut partir sur des indus aussi. Donc Mm, c'est là où il faut être mm, mm, fin aussi sur la communication, comment la mener. Mais en tout cas, mm. effectivement, le plus tôt tu l'arrêtes, le mieux ce sera. Ce qui va être important, c'est pas de dire cette machine que j'utilise effectivement pour une rééducation d'un membre inf et qui est tout à fait appropriée. Je sais pas, je pense à quoi? Je pense à LPG par exemple. On peut très très bien l'utiliser pour de la rééducation conventionnée et son utilité, elle peut être vraiment très efficace sur cette partie-là. Mais on a aussi la possibilité de le détacher sur des actes qui ne sont pas de la convention. Donc c'est voilà pour la TCAR en l'occurrence, on est sur la TCAR.
Donc c'est ça, il y a un moment, est-ce que c'est du confort ou est-ce que vraiment c'est la, la Du rééducation? thérapeutique. Voilà, dans quel objectif on l'utilise en fait? Soit on est sur vraiment la rééducation, soit on est sur de la prévention, du confort, il y a, voilà, les autres domaines du champ de compétences du kiné. Euh, c'est là où il faut être vraiment très précis sur l'objectif de la séance et de la machine à tel moment et à tel autre. Comme pour le drainage lymphatique, Mm. hein. Le drainage lymphatique, c'est une technique qui peut être utilisée directement pour la rééducation prise en charge par la sécurité sociale et qui peut être utilisée également pour du confort. Donc, Et même on a l'impression des fois que c'est facile ou c'est plus simple, on va dire plus simple que facile de tout passer en conventionné parce qu'il n'y a pas les prises de tête, il n'y a pas la oui. communication, il n'y a pas des phonographes, mais au final, voilà, on est toujours sur les mêmes honoraires, on est hors du champ de la NGAP et on la fait rentrer quand même. Donc au bout d'un moment, c'est pas viable sur le long cours. Et Mm. comme on disait, dans une des aptitudes du chef d'entreprise, c'est savoir se positionner et prendre des décisions. Et ça, c'est aussi une décision qui est à prendre. Et si je vous donne un exemple de quelqu'un que je connais bien qui a un espace sport santé aussi, bah lui, il a augmenté de 30 euros son espace sport santé et il a eu des gens qui sont partis, des gens qui sont restés et plein qui y viennent. Et finalement, il se rend compte que 1 ou 2 ans après, bah, il a largement développé et augmenté son chiffre d'affaires. Il a pris une décision forte qui n'a pas plu, mais derrière, maintenant, avec du recul, il a bien fait de le faire parce qu'il est plus à l'aise et il est plus aligné avec ce qu'il fait et surtout financièrement, il s'en sort vraiment mieux. Mm. Et ça, c'est quelque chose. Alors, on peut le faire de façon vraiment brusque et avoir une grosse perte de revenus à un moment en se disant, de toute façon, là, je le fais vraiment parce que j'ai besoin d'épurer d'un seul coup tout ça et d'être vraiment clean sur cette partie-là. Et j'accepte et je peux supporter baisse d'activité-là. Mais clairement, c'est quelque chose qui peut se produire selon comment on le fait. Et ça peut être un choix tout à fait conscient de dire non, mais là, aujourd'hui, c'est terminé à ce tarif-là. Toutes les personnes et même mes patients actuels, de leur dire stop, soit je vous rends l'ordonnance, vous continuez avec quelqu'un d'autre parce que j'enlève cette partie-là qui n'est pas de la rééducation en fait. Soit on continue, mais vraiment que sur la rééducation. Donc, c'est des risques qui, en tant que chef d'entreprise, on peut parfois être amené à prendre, mais parce qu'on a cette vision-là et qu'on sait qu'on a bien défini nos objectifs et les actions que l'on va mettre en place pour les, les atteindre derrière et qui permet d'y aller, ou alors on peut le faire de façon progressive, comme toi tu l'as fait aussi, Jérémy. Oui, puis faut connaître ces chiffres. Hein. Si tu peux si t'es juste financièrement parlant, si ton niveau de revenu et de chiffre d'affaires est trop juste, bah tu vas évidemment pas prendre la décision de le faire brusquement parce que tu ne pourras pas avoir Mm. les épaules pour le soutenir. Donc c'est encore une fois, il faut connaître ces chiffres et ça en fait partie Exactement. des compétences et des choses qu'on doit suivre régulièrement. Moi, je demande par exemple au comptable moi, je fais la compta mensuelle, de me renvoyer chaque mois un tableau avec mon chiffre d'affaires, les rétrocessions, mes dépenses, pour que je sache où j'en suis. Là, il y a aussi des outils qui marchent encore mieux, qui est du pilotage, où vous avez directement avec les relevés bancaires, plus vous prenez en photo vos factures, et vous avez quasiment à l'instant T où vous en êtes de votre chiffre d'affaires. Et ça, Mm. pour piloter son entreprise, c'est indispensable. Mm. Alors, j'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sylvie, Johanna. Non, pour l'instant, j'en ai pas. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses, Jérémy, sur l'exemple de ton activité aussi? C'est vrai que quand je parle de mon activité, on se dit c'est créer un gros bâtiment. Je suis en zone plutôt rurale, donc c'est plus simple de créer un bâtiment comme celui-ci. Mais mon exemple n'est pas forcément celui que tout le monde pourra suivre par où on est situé au niveau national. Mais on peut commencer avec des actions beaucoup plus simples, sans investissement dans des locaux, dans du matériel. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on n'a plus le choix maintenant. Il faut y aller. Voilà, ça va évoluer. Je pense pas que ça va évoluer dans le bon sens, même si on doit avoir plutôt un côté optimiste quand même. Mais la situation, si on est factuel, elle est de moins en moins bonne. L'âge d'or de la kiné financièrement parlant est derrière nous, à mon avis, dans le modèle conventionné.
Donc voilà, soit on se refait une visio comme ça dans 1, 2, 3, 4 ans et on redit la même chose et ça peut bouger, soit il y a de plus en plus de kinés qui entreprennent et qui mettent des choses en place. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que qu'on va aller. On est quand même une profession dynamique, on a des compétences, on se rend compte qu'on est capable de faire pas mal de choses, qu'on est sollicité pour intervenir en entreprise, pour donner des conseils, voilà, toutes ces choses-là, on a ces capacités en soi, donc on les aurait pas toutes et voilà, maintenant il faut juste prendre la posture, encore une fois, et le positionnement du chef d'entreprise, l'assumer et mettre des actions concrètes en place et pas attendre le mois d'après, puis encore le mois d'après, finalement les années passent et on n'a pas mis en place les choses. Voilà, faut pas culpabiliser les gens, mais il faut aussi au bout d'un moment y aller, quoi. Tout à fait. C'est très parlant ce que tu disais juste avant, c'est que tu as fait, toi, un bâtiment qui est très grand avec la possibilité d'accueillir quand même pas mal de personnes et tu es à la campagne. Donc, très souvent, moi, j'entends, mais moi, je suis à la campagne, ça va pas marcher. Euh, En fait, à la campagne, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas de service ou alors quelques salles de sport très à la mode actuellement et qui ne correspondent pas du tout au profil des personnes qui Mm. viennent vous voir. Euh, et en fait, d'avoir cette offre différenciée, c'est un terme qui est très important, de vraiment se Mm. différencier, bah, ça va permettre, même à la campagne, même en zone surdotée, même en fait partout, si on a bien réfléchi aussi à ce qu'on propose et aux problématiques que l'on a autour, ça fonctionne, quelles que soient les situations et les endroits. Donc, De toute façon, il faut étudier la zone de chalandise, il faut étudier un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour. Moi, le premier bâtiment est dans un espace rural où il y a 2000 habitants, les salles de sport sont à 15 minutes, donc c'est sûr que c'était plus simple de la proposer, mais le deuxième espace est dans une salle et pardon, est dans une ville où il y a un Basic Fit à côté, pour pas le citer, où il y a d'autres salles qui sont très très grosses, mais on fait pas la même chose. Je suis différenciant, comme tu disais, par rapport à d'autres. Moi, je propose du sport santé, je propose un accompagnement, une caution santé au sein de mon bâtiment. Et la moyenne d'âge, c'est 50 ans chez nous. Donc, on a des très, très jeunes parce que les parents veulent surtout pas qu'ils aillent faire n'importe quoi. Et on a surtout un grand nombre de patients ou d'adhérents, de la Suisse révélateur que je fais souvent, qui ont entre 60 et 80, le plus âgé à 89 ans. Donc, voilà, on ne se parle pas à la même cible. Et c'est important aussi de définir sa cible, son public, son avatar client, pour pouvoir définir son offre derrière. exactement. Écoute, merci. Alors, il y a Johanna qui vient de partir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Là encore pour répondre à vos questions. Juste pour la partie bah, faire le bilan, c'est hyper important. Donc, Jérémy vous a partagé son lien. Je propose aussi des créneaux d'une demi-heure pour faire le point sur votre situation et repartir avec un plan d'action plus précis pour vous. Euh, on a parlé de la partie comment dire, financière aussi, de savoir définir ses objectifs de façon smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est une technique comme une autre, mais c'est celle qu'on privilégie effectivement avec Jérémy, qui donne de la visibilité et de la réalité, hein. Il y a le terme réaliste. Donc, des fois, on part sur des objectifs et on se rend compte que ben, c'est pas réaliste. Eh bien, c'est pas grave, on le garde sous le coude parce qu'on sait qu'on va le réaliser un jour, mais on va faire un sous-objectif pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, ça permet vraiment de structurer sa pensée, comme tu disais vraiment très très bien, pour pouvoir avancer de façon voilà, un pas après l'autre, et pas forcément se dire c'est une montagne à franchir. Bon, ben, s'il y a une montagne à franchir, on va commencer par le chemin en bas de la montagne, et puis on va avancer tranquillement jusqu'à atteindre le sommet de la montagne et voir que derrière, il y a d'autres montagnes à franchir. C'est un cheminement. Ouais. C'est sûr. Est-ce que tu voulais faire une petite parole de la fin pour conclure? Bah, merci à tous ceux qui ont été présents en live, ceux qui verront le replay par la suite. Toi comme moi, on se tient disponible sur des accompagnements ou en tout cas sur des rendez-vous d'une demi-heure pour parler stratégie mise en place. Voilà, après, faut pas avoir peur de passer le cap. Faut prendre toutes les infos avant de se lancer et puis bah voilà, on fonce et puis il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. J'ai réussi à faire des choses, j'en ai aussi raté pas mal parce qu'il n'y a pas que des réussites dans la vie d'un entrepreneur et d'un chef d'entreprise. Mais voilà, au final, on y arrive, donc il n'y a pas de raison que tout le monde n'y arrive pas en y mettant les moyens et en consacrant les méthodes et le temps qu'il faut. Hmm. Ouais, il y a une très belle citation qui dit
vise la Lune, dans le pire des cas, tu atterriras dans les étoiles. Et Mm, donc voilà, c'est important de se fixer des objectifs. Si on met tout en œuvre pour que ce soit impossible de les manquer, bah, si on met 6 mois au lieu de 3 mois qu'on avait défini, bah, on le fait en 6 mois. Et si on met un an mm, au lieu de 6 mois, bah, on l'aura fait en un an. L'idée, c'est de faire un pas et d'avoir parfois la bonne surprise de se mettre un objectif à 6 mois et de l'avoir réussi en 4 mois. Donc, comme mm. ça a été le cas, ou d'atterrir dans les étoiles, comme j'ai eu le cas avec une kiné en particulier à laquelle je pense aujourd'hui, qui a lancé une offre de corde à sauter et qui est en train de cartonner et elle s'y attendait pas du tout. En un an, elle est passée de j'ose pas à bah là, il faut que je crée une société à côté parce qu'il y a tellement de demandes que je ne sais plus où donner de la tête. Et elle est ravie, elle est vraiment épanouie dans ce qu'elle fait parce que c'est ce qu'elle voulait développer. Et puis elle a atteint, elle a dépassé tout ce qu'elle imaginait. Donc voilà, c'est un petit peu le mot de la fin pour moi la définition des objectifs, c'est hyper important. Et encore une fois, si on vise la Lune et qu'on atterrit dans les étoiles, c'est parfois une très très belle surprise que l'on a. Et c'est beaucoup plus probable de l'avoir que si on n'en a pas des objectifs, où on erre en tournant en Et rond. ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça Et n'arrive pas qu'aux autres non, d'y arriver. Donc, ça peut non, arriver à tout le monde. Il y a pas de fatalité. Voilà, on peut y arriver. En tout mm. cas, Julien, merci, merci de l'organisation de ce webinaire ce soir. Avec grand J'espère que ça plaisir. aura intéressé le plus grand monde et que ça intéressera aussi au replay les gens qui vont le voir et que ça donnera envie aux gens et aux kinés de se lancer et en tout cas de mettre au moins une première action concrète dans la semaine qui va s'écouler. Ouais, tout à fait. Il y a Sylvie qui te remercie, il y a Johanna qui est partie aussi qui te remercie, Tom aussi. Et Jack, et ah oui, une dernière question, Sylvie, la corde à sauter, c'est un petit teasing. Ouais, faut aller voir Clara. Tac. Ah, j'ai perdu son compte Instagram. Moi, c'est pas grave, je la renverrai sur le WhatsApp. Ce qu'elle propose, elle est spécialisée en pelvipérénologie. Corde à sauter et pelvipérénologie. Attention! Ouais, oui, beau teasing. Ah ouais. Bon, ben, c'est top en tout cas. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce moment de partage et à très bientôt. Merci.